Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du film au pif, numéro pluvieux ce soir, parce que je sais pas si vous entendez, et en même temps j'espère que vous entendez pas trop, mais il pleut. Alors bon, il pleut assez raisonnablement, donc je me suis dit que j'allais tourner, parce que ça a l'air d'être comme ça depuis un petit moment, sans augmenter, donc essayons pour voir quoi. J'espère juste que je vais pouvoir finir cette vidéo, parce que ce serait con de devoir l'arrêter à la moitié. Comme d'habitude, le petit rappel du concept pour les nouveaux qui découvriraient le film au pif avec cet épisode, et vous allez voir, c'est tout simple, il y a des films sur les étagères des deux côtés, moi je pioche un film au hasard, comme ça, d'un côté ou de l'autre, et j'essaye de vous en parler, de vous le pitcher, ou de vous raconter quelques anecdotes autour du film, du tournage et tout ça, histoire de vous donner envie de voir le film. Et bien sûr, j'oublie pas le traditionnel petit pari, qui consiste simplement à deviner l'année du film que je vais piocher. Et ce soir, je vais dire, allez, 1997. Alors, vérifions ça tout de suite. Et ce soir, je vais piocher. On va aller par là. Et je pioche l'Armée des 12 singes. Allez, l'Armée des 12 singes. Ouais, vous savez quoi? J'ai gagné mon pari. C'est un film de 97. Non, mais je veux dire, c'est quand même assez rare pour le noter, quoi. Parce que ça fait 1 sur 11. C'est pas terrible comme ratio, quand même. Alors, l'Armée des 12 singes. Là, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que l'ambiance pluvieuse va aller avec le film. Parce que c'est vrai que c'est quand même un film qui est sur un ton assez sombre. Et on va y venir. Film de 1997, donc, ce qui me vaut une petite victoire, youpi, d'une durée de 2h05, et réalisé par Terry Gilliam. Alors, Terry Gilliam, vous savez peut-être pas tous qui c'est, mais c'est un ancien Monty Pythons. Alors, les Monty Pythons, c'est un groupe de, on va dire, comédiens comiques, des années 60-70, je dirais 70 peut-être plus, spécialisé dans l'humour totalement loufoque. Hein. Et quand je dis loufoque, c'est genre totalement barré en fait, hein, un peu à l'image de ce que pouvaient faire les As avec les Y a-t-il un flic, Y a-t-il un pilote dans l'avion, ou encore Top Secret, plus tard Hot Shots ou Scary Movie dans le genre. Et peut-être on peut mettre Mel Brooks aussi un petit peu dans cette catégorie-là, de films totalement déjantés avec un humour à la limite du débile. Genre de truc où on fait non, sérieux, ils ont osé faire ça. Bah ouais, voilà. Bah, les Monty Python, c'est un peu les premiers, les pionniers même dans le genre, à créer cette espèce d'ambiance totalement déjantée, quoi. Et donc notre bon Terry Gilliam est issu de cette troupe-là. Et quand ils se sont séparés, bah, ils ont chacun un petit peu suivi leur parcours personnel. Et Terry Gilliam, lui, bah, il a décidé de devenir réalisateur à part entière. Et on lui doit pas mal de bons films. Alors je dirais que déjà celui-ci fait partie de ses plus connus, parce que bon, bah, l'Armée des 12 singes, c'est quand même un film qui est assez culte pour beaucoup de monde, mais je pense que son plus culte, son plus célèbre, c'est forcément Las Vegas Parano, avec Johnny Depp et Guillermo del Toro, et puis pas mal d'autres guest stars qui passent comme ça au cours du film, et qui est totalement déjanté au niveau de tout, hein, au niveau de l'histoire, au niveau des acteurs qui ont tous un look complètement barré, et puis la réalisation de Terry Gilliam qui clairement aussi suit le ton parfaitement. On est dans des décadrages, enfin c'est très psychédélique, c'est très, enfin voilà, faut voir ce film, mais c'est une expérience, on va dire, à tous les niveaux. Il a aussi réalisé Brasil, et je crois d'ailleurs que c'est son premier film, en tout cas au niveau de Hollywood. Et bon, clairement, Brasil, moi j'ai tenté de le voir il y a super longtemps, je m'en souviens pas vraiment, je sais que j'avais pas accroché sur le moment à cet univers-là, mais j'étais quand même très très jeune, donc j'étais pas prêt, vraisemblablement. Et puis j'ai jamais eu l'occasion de le revoir depuis, donc Brasil, bah je ne connais pas. Finalement, je peux pas trop vous en parler. Par contre, je peux peut-être vous parler un petit peu de son Don Quichotte. Alors Don Quichotte, c'est le film jamais sorti, parce qu'il a jamais réussi à le terminer, ce film, pour tout un tas de raisons. Enfin voilà, c'est-à-dire que ce film, c'est en gros tout ce qui peut arriver de pire sur un tournage de film. Et bon bah là, il a eu droit à peu près à tout. D'ailleurs, il en a tiré un documentaire, je sais plus le nom du documentaire, je vous le mettrai au montage, mais il en a tiré un documentaire qui justement peut peut-être servir à tous ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure du cinéma pour être préparés à tout ce qui peut se produire sur un tournage. Parce qu'il peut se passer tout un tas de choses. Hein. C'est pas d'ailleurs pas le seul film, il s'est passé, on va dire, des merdouilles, hein, mais très clairement, là, celui-là, il les a accumulés, hein, que ce soit parce que bah, l'acteur principal, qui était d'ailleurs Jean Rochefort, qui est pourtant un féru d'équitation et un passionné de cheval, bah là, il s'était blessé le dos, donc du coup, il pouvait même plus monter à cheval, et c'était une horreur pour lui, il a dû arrêter le tournage.
Du coup, le tournage s'est arrêté. Il a essayé de le reprendre quelques temps après, mais il y a eu des ravages au niveau du décor à cause d'une tempête. Enfin bon, bref, il faut voir ce documentaire qui explique très très bien le pourquoi, voilà, tout ce qui peut se passer sur un tournage qui est relativement pas trop prévisible, on va dire. Enfin bref, si vous êtes vidéaste dans l'âme et que vous vous préparez à tourner un film, ou simplement si vous vous intéressez au dessous des tournages de films, eh ben très clairement, ce documentaire, c'est celui qu'il faut voir. Et je crois qu'il s'appelle Lost in La Mancha. Ça me revient comme ça, et il me semble que c'est ça. Lost in La Mancha, de Terry Gilliam, donc. Puis Terry Gilliam, c'est quand même le réalisateur qui a pas de chance, parce que quelques temps après, sur le tournage d'un de ses films, un de ses derniers films d'ailleurs, l'acteur principal qui était Heath Ledger est mort, et n'a pas pu finir le film. Parce que tout le monde pense que le dernier film de Heath Ledger, c'est The Dark Knight de Christopher Nolan, mais en fait c'est son dernier film terminé, puisqu'il avait quand même commencé à tourner l'Imaginarium du Docteur Parnassus, donc de Terry Gilliam, et qu'il est mort pendant le tournage. Je crois qu'il a même pas fait la moitié du film. Ce qui fait que derrière, pour ceux qui ont vu le film, ça explique pourquoi il y a 4 visages au cours du film, pourquoi il y a un moment il y a Johnny Depp, il y a Jude Law et je crois Colin Farrell, qui complètent un petit peu le casting, parce que simplement pour pouvoir finir le film, Terry Gilliam a imaginé que à chaque fois que, je sais plus exactement le contexte de l'histoire, mais à chaque fois que le docteur Parnassus change de monde, il change de visage aussi. Et du coup, ça lui a permis comme ça d'avoir 4 mondes différents et avec 4 acteurs différents, et de garder la partie que Heath Ledger avait pu tourner, qui est donc dans le film. C'est donc son dernier film, mais il n'a pas pu le tourner en entier. Voilà. Bien entendu, le plus dramatique reste quand même la perte de Heath Ledger, qui était quand même un acteur qui arrivait au sommet de sa carrière et qui n'a même pas pu profiter de la gloire que lui aurait amené le rôle du Joker dans The Dark Knight. Alors qu'au départ, il s'est quand même pas mal fait défoncer quand les gens ont appris que ça allait être lui qui reprenait le rôle du Joker, puisque Jack Nicholson était très ancré dans les mémoires. Et puis finalement, je crois qu'avec le temps, maintenant, il lui arrive facilement à la cheville, quoi. Parfois, je pense que c'est le premier visage qui vient en tant que Joker, même si depuis, on a eu aussi Joaquin Phoenix qui a repris le rôle, mais pour moi, non, c'est un peu trop inspiré de Heath Ledger, justement. Je sais pas, j'accroche moins, quand même. Mais j'adore Joaquin Phoenix, c'est pas le problème. Ah oui, puis il y a aussi Jared Leto qui a repris le rôle. Mais bon, là, je pense que son Joker à lui, c'est pas forcément celui qui va rester le plus dans les annales. Enfin, dans les mémoires, quoi. Parce que je sais même pas si on peut encore dire ce mot, sans se faire striker. On verra bien. Mais revenons à l'Armée des 12 singes pour nous intéresser à son casting, avec en tête de liste Bruce Willis, qui à cette époque-là semblait être en train d'amorcer une sorte de virage dans sa carrière, puisque jusque-là il avait quand même pas mal fait des rôles de films d'action, comme les Die Hard ou je sais pas, le dernier Samaritain, jusqu'à Armageddon on va dire, toujours le mec qui sauve un petit peu tout le monde. Et là, il essayait de choisir des rôles peut-être un petit peu plus intimistes, comme celui-là, ou encore Sixième Sens, qui étaient des films beaucoup plus en marge par rapport à ce qu'il pouvait faire, qui clairement l'a amené au sommet, quoi. Là, il avait envie de tester des nouvelles choses. Bon, c'était peut-être la meilleure partie de sa carrière, d'ailleurs, puisque après, ça s'est gâté. Il a commencé à faire des films direct to vidéo, et c'était pas forcément la meilleure partie de sa carrière. Bon, après, on sait comment aujourd'hui, malheureusement, ça se termine pour lui. Et pour nous, parce que on pourra plus vraiment le voir dans des films à partir de maintenant. Je sais que Tarantino envisage de probablement, en tout cas, il essayerait de voir s'il peut essayer de le faire jouer dans son prochain film, dans son dernier film. Mais il n'y a pas de garantie, quoi, parce que Bruce Willis, apparemment, ça devient compliqué pour lui d'assimiler un peu tout, d'ailleurs. Hein. Peut-être même le visage de ses proches, je sais pas trop où il en est. Mais bon, quand on voit des images de lui, il a l'air d'aller pas trop mal. Mais bon. Manifestement, s'il a dit qu'il mettait un terme à sa carrière, c'est qu'il y a un problème, quoi. Malheureusement. On va aussi avoir Brad Pitt, qui à ce moment-là commençait lui aussi à être pas mal au sommet de sa carrière, puisqu'il avait déjà fait quelques rôles avant, notamment dans Entretien avec un vampire. Mais là, il n'est pas le premier rôle du film, mais lui aussi décide de jouer dans un truc où il nous montre qu'il est capable de jouer dans différents registres, quoi. Parce que là, on l'attend clairement pas là, quoi. On l'attend plus dans des rôles de beau gosse, musclés, qui vont, comme faisait Bruce Willis, peut-être sauver le monde et tout ça. Et là, clairement, non, je vais vous expliquer un petit peu, mais non, c'est pas ça, quoi. Choix assez couillu de sa part, parce que c'était quand même après Seven, donc Seven, c'est quand même un film qui a cartonné, qui est devenu hyper culte depuis, et qui fait que Brad Pitt est devenu la superstar qu'il est encore aujourd'hui, quoi. Donc c'est quand même assez osé d'aller jouer un second rôle, on va dire, parce que c'est quand même
c'est quand même Bruce Willis le rôle principal. Mais là, Brad Pitt, il a un bon rôle, hein, mais c'est pas le rôle principal, quoi. Et surtout, bah, vu le rôle que c'est, fallait oser. Et puis on va avoir bien sûr la touche féminine en la personne de Madeleine Stowe. Alors Madeleine Stowe, c'est difficile comme ça de vous citer des films parce que je sais qu'elle a joué dans énormément de films, des bons films en plus, mais c'est souvent pas des blockbusters. Donc c'est des films qui sont plutôt en marge et qu'il faut aller chercher pour les voir parce que bah, c'est pas les films les plus diffusés ou qui font le plus parler d'eux malheureusement, à part quelques-uns. Là comme ça de mémoire, je peux vous citer Le Dernier des Mohicans. Je sais qu'elle joue dedans. Après, je saurais pas vous dire, mais elle a joué avec des pointures. Elle a joué avec Nicholson, elle a joué avec même avec Stallone, je crois. Enfin, elle a joué avec beaucoup de monde. Et donc voilà, Madeleine Stowe, c'est quand même une bonne actrice. Et elle est très bien dans L'Armée des 12 singes. Alors au niveau de la musique, par contre, moi c'est mon petit bémol pour le film. J'ai un peu du mal avec le thème du film. J'avoue que franchement, cette musique-là, qui est entêtante en plus, c'est-à-dire quand on l'entend, ben, elle reste dans la tête. Rien que là, en mettant le DVD, elle fait partie du menu. J'étais obligé de couper le son parce qu'en 3 notes, ça y est, elle tourne en boucle dans ma tête. Et bah, j'aime pas trop cette musique-là. Mais je reconnais que clairement, elle est tellement bizarre que bah, elle appuie le côté bizarre du film, parce que le film est assez bizarre aussi. Et toute l'ambiance du film et tout ça. Donc la musique joue aussi sur cette corde-là. Mais elle est assez désagréable. Enfin, moi personnellement, j'aime pas trop, quoi. Donc maintenant, je vais essayer de vous pitcher le film, mais je dois dire que ça va être assez compliqué parce que bah, c'est un film assez compliqué. Et puis je peux pas trop vous en dévoiler non plus, parce que bah, voilà, c'est pas un film où il faut trop en dire, quoi. Vous comprendrez pourquoi en le regardant. Et puis il faut aussi que je vous dise ce que j'aurais dû vous dire et que je vous ai pas dit au début de la vidéo, c'est que c'est un film de science-fiction. Science-fiction en anticipation, on va dire. Voilà, ça c'est dit. Le film se passe donc dans un futur proche, 2035 je crois, donc c'est encore un futur proche pour nous, encore plus proche même, mais en 97 c'était quand même relativement lointain, donc ils se sont probablement permis des choses que nous aujourd'hui on verrait pas trop se réaliser d'ici 2035. Et pourtant vous allez voir que peut-être que si, puisque là on est dans un futur où un virus a décimé plus de 90% de la population mondiale. Donc, vous voyez, nous ça a failli nous arriver même avant 2035, enfin en tout cas si on en croit les instances. Mais bon, revenons au film. Et donc là, on est dans un futur où Bruce Willis fait partie d'une espèce de société secrète, peut-être même pas si secrète que ça, mais en tout cas qui essaye de trouver les raisons du pourquoi, du comment ce virus a été relâché. Et donc, ils ont réussi à trouver le moyen de remonter le temps et d'envoyer des mecs dans le temps pour aller un petit peu fouiner à différentes époques pour voir s'ils trouvent des indices par rapport à ce virus. Et surtout à l'organisation qui l'a relâché, c'est-à-dire l'Armée des 12 singes, d'où le nom du film. Et donc le personnage de Bruce Willis fait partie de ces mecs qui sont un petit peu envoyés à droite à gauche dans le temps pour aller chercher des indices. Et des fois ça marche pas toujours comme il voudrait, puisque il se trouve que une première fois il est envoyé à la mauvaise époque, et heureusement pour lui ils vont le récupérer, mais voilà, il se retrouve en plein front de la Première Guerre mondiale, alors qu'il devait plutôt se retrouver dans les années 90, quoi. Et là, même si le film nous explique pas vraiment comment ils ont trouvé le moyen de voyager dans le temps, surtout dans ce monde quasiment post-apocalyptique, où clairement le niveau est assez régressif, c'est-à-dire que ils n'ont pas le niveau de technologie, ils sont pas censés avoir le niveau de technologie qu'ils avaient avant que le virus ne décime quasiment toute la population mondiale. Donc, bon, passons là-dessus. Tout du moins, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'ils s'intéressent au fait que le voyage dans le temps, parfois, ça se passe pas toujours comme prévu, quoi. Alors que dans les autres films, il suffit de rentrer une date sur un cadran et puis pouf, ils se retrouvent là où ils veulent, quand ils veulent, presque avec qui ils veulent, quoi. Quoi qu'il en soit, ils vont réussir à récupérer Bruce Willis et à finalement le renvoyer à la bonne époque, c'est-à-dire celle qui est basée sur ses souvenirs à lui de quand il était gamin, où il voit une scène dans un aéroport où un mec transporte une mallette dans laquelle il y a probablement ce fameux virus qui a été relâché. Et donc ce mec serait un des mecs de l'Armée des 12 singes, on imagine. Et donc là, il le renvoie à cette époque-là, c'est-à-dire en 1997. Donc l'époque où a été tourné le film, quoi. Naturellement, une fois arrivé en 1997, il va se heurter à l'incrédulité des gens, qui vont absolument pas le croire. Forcément. Et donc il va se faire embarquer, jusqu'à ce qu'une psychiatre vienne lui rendre visite pour un petit peu analyser son cas, qui a l'air assez sévère. C'est vrai que, comme ça, de prime abord, on dirait que ce mec est assez gratiné quand même, d'autant qu'il a un comportement assez bizarre. Bon, enfin voilà, il se comporte pas comme quelqu'un de normal, quoi. Et du coup, forcément, il va être un petit peu placé en psychiatrie, quoi. Donc il va se retrouver dans un asile psychiatrique, et c'est là qu'il va faire la rencontre du personnage
de Brad Pitt, qui est aussi dans l'asile psychiatrique et qui joue un mec quand même très très borderline. Et c'est pour ça que je vous disais un petit peu plus tôt que là, Brad Pitt ose quand même aller dans un registre où, en principe, vu sa stature nouvellement acquise à Hollywood, il n'avait pas forcément besoin d'aller. Là, il joue pratiquement le personnage opposé à celui qui jouait dans Seven. Ce serait même assez proche du personnage que jouait Kevin Spacey finalement. Parce que là, il joue carrément un personnage complètement taré, assez schizophrène, et qui fait quand même assez flipper. Le mec a les fils qui se touchent quand même. Et pour des raisons qui le regardent, et probablement aussi pour des raisons scénaristiques, le personnage de Brad Pitt va se prendre d'affection pour Bruce Willis et va être le seul qui va l'écouter et probablement aussi le croire. En tout cas, il va filtrer pas mal de choses de ce que va lui raconter Bruce Willis et puis lui, il va retenir que ce qui l'intéresse. Mais quand même, grâce à son aide, Bruce Willis va presque réussir à s'évader de l'asile, sauf qu'au dernier moment, les gardes vont le rattraper et ils vont le coller dans une cellule d'isolement. Et le lendemain matin, quand ils vont venir pour lui rendre visite, ils vont avoir une super surprise puisqu'il a disparu. Alors eux, ils comprennent pas pourquoi, mais nous, très vite, on va comprendre que c'est parce qu'il a été ramené dans son époque. Et là, c'est l'heure du bilan. Parce que les grands pontes, ils attendent des résultats quand même. Sauf que le bilan, il n'est pas si terrible que ça. Parce que, encore une fois, ils se sont plantés d'époque et ils ont envoyé Bruce Willis un tout petit peu trop tôt. Ce qui fait qu'à l'époque où il est arrivé, l'armée des 12 singes n'existait pas encore. Et c'est là qu'il va comprendre les problèmes que peuvent engendrer les voyages dans le temps, puisque, en fait, le futur leader de l'armée des 12 singes n'est autre que Brad Pitt. Et il se rend compte que c'est lui qui lui a glissé toutes ses idées dans la tête, notamment l'idée du virus, et que Brad Pitt a créé l'armée des 12 singes et il s'est mis en tête de balancer un virus dans la civilisation. Donc en gros, le mec était censé chercher les raisons du pourquoi, du comment de ce virus, et il finit par comprendre que l'origine de tout ça, c'est lui. C'est la bonne situation qui crame bien comme il faut, quoi. Donc là, moi, c'est là que je vais m'arrêter, parce que je veux pas trop vous en dire. Peut-être même que là, je vous en ai un petit peu trop dit avec cette révélation. Mais bon, il reste encore pas mal de trucs. Et voilà, je pense que clairement, ça devrait vous donner un petit peu de piquant et l'envie de voir ce film pour ceux qui ne l'ont jamais vu et de le revoir pour ceux qui ne l'auraient pas vu depuis longtemps. Ou, voilà, enfin, bref. Après, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je tiens quand même à vous prévenir que c'est une ambiance assez dark comme film. Alors on aime ou on n'aime pas. Bilan, pour moi, c'est quand même un film assez génial que je recommande à tout le monde de voir parce que c'est vraiment une pépite à tous les niveaux. Que ce soit au niveau du scénario qui est génial avec du voyage dans le temps, tout ça. Enfin, moi j'aime bien ce genre de sujet-là, donc forcément ça m'accroche direct. La réalisation de Terry Gilliam qui est carrément géniale aussi, parce que il sait jouer avec nos nerfs bien comme il faut. L'ambiance graphique, les décors et tout ça qui joue vraiment aussi là-dessus, donc c'est très très angoissant. Le jeu des acteurs, Bruce Willis impeccable, Brad Pitt. Clairement, on s'attendait pas à ce qu'il soit capable de livrer une telle performance. Il est aussi assez génial. Tout y est, y compris la musique. Bon, moi personnellement, j'aime pas, mais bon, ça c'est très subjectif. Mais après, clairement, elle joue son rôle. Donc bon, voilà. Ce film est vraiment, il est parfait. Donc ma note pour ce film va forcément s'en ressentir, puisque je vais lui mettre une note assez haute, parce que là, clairement, je pense que ce film mérite un bon 18. En tout cas, à mes yeux, il mérite un bon 18. C'est un pur film culte, c'est une vraie pépite. Très très bon, j'adore. Voilà. J'ajouterai qu'en plus, on a affaire à une sorte de film de science-fiction totalement indépendant, puisqu'il est clairement hors des calibres qu'on peut voir habituellement à Hollywood, c'est-à-dire avec des personnages très iconiques ou des punchlines régulièrement et tout ça. Donc là, non, clairement, on est hors des sentiers battus. On va vers quelque chose de beaucoup plus sombre et avec des personnages beaucoup plus travaillés et beaucoup plus perturbés dans leur tête. Enfin, bon, voilà, vous attendez pas à... Voilà, vous arrivez clairement dans un territoire inconnu. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire comme ça de mémoire sur l'armée des 12 singes. J'espère que je vous l'ai pas trop spoilé. J'espère que je vous l'ai pas trop survendu non plus. Mais bon, clairement, pour moi, c'est vraiment un bon film que je conseille à tout le monde de voir. Je pense que même si vous le voyez qu'une seule fois, vous l'apprécierez. Et puis voilà, moi il va me rester qu'à remercier tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. Comme à chaque fois, si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez le film au pif en général, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Laissez-moi votre avis sur la chaîne ou simplement sur les films que je traite. Et puis moi je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du film au pif. Tchou!